Bonjour mesdames et messieurs, il est l'heure de votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Cérémonie de lancement des travaux de refonte du Code des investissements. Et pour les actualités internationales, un deuxième groupe de soldats kenyans au coma. C'était les titres de ce journal. Les détails à présent, je vous disais dans les titres. Ce jeudi 17 novembre a eu lieu au Djibouti Palace Kempinski la cérémonie de lancement des travaux de refonte du Code des investissements placés sous les auspices du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, aux côtés de la secrétaire d'État, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, qui marque le coup d'envoi des travaux. On prépare à cet événement les membres du gouvernement, les députés, les corps diplomatiques, les organismes internationaux, le secteur privé, etc. La volonté de réviser le présent code institué par la loi numéro 53-1336 du 31 décembre 1953, datant de l'époque coloniale et qui a été amendé jusqu'à celui d'aujourd'hui dont les dernières modifications datent de 1994 et de le rendre en phase avec l'avancée économique du pays, mais aussi de l'adapter aux politiques économiques de la vision 2035 et de la deuxième stratégie quinquennale du développement du pays nommé Djibouti ici. Une présentation du projet de réforme a été faite pour rappeler au public les enjeux actuels et la méthodologie qui sera adoptée dans les travaux de refonte. Le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé en coordination avec le ministère des Finances a pour mission de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'investissement et de développement du secteur privé. Il est donc des ressorts d'engager toutes les réformes nécessaires pour rendre l'environnement des affaires plus attrayant pour dynamiser le secteur privé et le rendre plus compétitif. Le président du Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, et le chargé d'affaires de l'Union européenne, Fabrice Bazi, ont à tour de rôle indiqué l'importance que revêt cette cérémonie de lancement des travaux de refonte du Code des investissements. On écoute un extrait de leur intervention. C'est avec un plaisir que je prends part ce matin au lancement des travaux de refonte du Code des investissements à Djibouti. En effet, cette réforme était attendue avec le secteur privé depuis longtemps, car les textes régissant le cadre de l'investissement à Djibouti datent des années 80, avec une modification en 1994. De ce fait, il n'est plus en phase avec l'évolution du climat des affaires actuel. De plus, le Code des investissements a été largement impacté par les diverses lois et dispositions d'ordre fiscal et administratif intervenues depuis cette date. Il était donc plus que temps de le revoir et surtout de le réformer. En outre, ce nouveau code des investissements devrait inciter à investir dans les secteurs porteurs du pays et prendre en compte toutes les dispositions d'activité induites par l'évolution de l'économie djiboutienne et internationale. Je suis honoré de participer aujourd'hui à la cérémonie de lancement des travaux de refonte du Code des investissements de Djibouti, qui marque la volonté de la République de Djibouti de mettre en exergue la politique nationale en matière des investissements. L'Union européenne se félicite que pour cette occasion, Djibouti a souhaité être accompagné de l'expertise européenne et l'Union européenne réitère son appui au secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Il me plaît à rappeler que le cadre stratégique Vision Djibouti 2035, dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, est l'infatigable artisan, et son plan d'action 2022-2027 ICI, Inclusion, Connectivité, Institutions, vise le développement économique plus inclusif
soutenue et durable que votre partenaire, Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne ici présente, accompagne et accompagnera à travers ses réalisations afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Lors de son allocution, la secrétaire d'État, Mme Safia, a rappelé que le présent projet de refonte s'inscrit dans un contexte de développement socio-économique, de l'émergence de collectivités locales, de réduction du chômage et de croissance économique à travers la dynamisation du secteur privé. On écoute la ministre. Depuis quelques années, la République de Djibouti s'est engagée dans un vaste programme de refonte de son environnement des affaires, qui lui a valu les encouragements des systèmes de notation de la Banque mondiale, en la propulsant parmi les pays les plus réformateurs du continent africain et du monde. Cette embellie s'est matérialisée par des changements amélioratifs en favorisant considérablement les initiatives privées. Par conséquent, les mutations perpétuelles de l'économie mondiale et la compétition entre les nations pour l'attractivité des investissements nous amènent à être plus accessibles et plus productifs pour drainer les investissements, les flux de capitaux et des savoir-faire vers notre pays. Face aux difficultés exogènes et endogènes, il y va de l'adaptation de notre environnement des affaires à l'évolution du contexte économique international, régional et national. C'est pour ces raisons qu'il advient désormais d'aborder cette réforme à la lumière des plans de développement sectoriel qui préconisent une évolution structurelle et synchronisée tout en maintenant le socle productif de notre économie. Le lancement officiel de ces travaux est l'occasion de toutes les parties prenantes d'accorder une attention singulière, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, à la conception juridique du corpus qui définira et régira les incitations fiscales et douanières, soucieux des impératifs budgétaires pour soutenir le développement des investissements privés. Il y a également la nécessité d'inscrire résolument notre législation en matière d'investissement à la juridiction régionale et continentale pour drainer les investissements et de donner des ouvertures plus larges à nos entreprises compétitives. Quant au ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, il a, dans un réquisitoire scellé, fait état des grands défis à laquelle Djibouti est confronté et l'objectif de cet événement de grande envergure aujourd'hui. On écoute le ministre Ilyas Moussa Dawale. Économique à Djibouti n'est plus tenable, à plus d'un titre. Il n'est pas tenable parce qu'il est principalement porté par l'État. C'est très bien, l'État doit être le chaînon de la transformation. L'État doit tirer tout le reste. Mais le tout État n'est plus un modèle tenable. L'essentiel de notre économie est principalement autour des services qui sont rendus par des grandes entreprises publiques. La taille dans la structure du PIB, la taille des établissements publics, de l'État, dans notre économie a été multipliée par X. Je dis X, beaucoup plus que, en tout cas, l'impact du reste dans cette structure du PIB. On a gardé une économie qui n'est pas encore diversifiée, principalement tirée par principalement un seul secteur. C'est un constat très rationnel. De tout cela, nous observons que les emplois n'ont pas été au rendez-vous en faisant la corrélation avec le volume d'investissement que nous avons réalisé.
Maintenant, il y a eu beaucoup de choses faites. Nous avons consolidé la position de Djibouti, investi beaucoup dans les infrastructures et pris plusieurs années, plusieurs décennies d'avance par rapport à notre région. Mais alors, si nous avons fait tant d'efforts avec tant de résultats, pourquoi nous n'arrivons pas à inverser cette tendance, ce constat? Le tout État, l'État versus le secteur privé. À mon sens, une des clés se trouve être ici ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Dans son allocution, le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, a montré de par sa présence que l'amélioration des climats des affaires revêt un intérêt capital pour le pays. On écoute le Premier ministre. De participer à cette cérémonie de lancement de la refonte du Code des investissements, car ceci est le témoignage d'une initiative gouvernementale très importante. En effet, après les très grands investissements publics déjà réalisés par le gouvernement depuis une quinzaine d'années et avec la perspective d'une forte reprise de nouveaux investissements, après les crises causées par des contraintes exogènes entre 2020 et 2022 et qui sont en passe d'être surmontées, il devenait nécessaire de parfaire les outils déjà en place pour conforter l'investissement privé. En effet, la politique gouvernementale dans le domaine est très claire. Elle prévoit d'une façon générale que l'investissement privé doit prendre le relais des investissements publics afin de permettre une forte création d'emplois. Mais plus encore, c'est par l'investissement privé que les initiatives innovantes et le développement des secteurs nouveaux comme le tourisme, les techniques de l'information et le développement du secteur minier pourront se réaliser. Aussi, le gouvernement est très attentif au fait de faciliter et sécuriser les investissements privés. Ainsi, le travail que vous entreprenez ici, Madame la secrétaire d'État, se situe parfaitement dans cette volonté. Ce nouveau Code des investissements complétera l'arsenal juridique existant mis à la disposition des investisseurs privés, fortifiant ainsi les potentiels politiques, financiers et économiques du pays, comme son système bancaire, son hub régional ou sa position géographique, sans oublier l'essentiel de la confiance internationale accordée à la politique du président de la République. Je vous remercie. Autre actualité de ce journal, sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est tenue hier mercredi au Djibouti Palace Kempinski une cérémonie de lancement de l'analyse combler les déficits en nutriments. Outre le ministre de la Santé, cet événement a également vu la participation de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismaël Abdo, de la représentante du Programme alimentaire mondial à Djibouti, de la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et des cadres également des différents départements concernés par la question de l'équilibre alimentaire et de la nutrition. Cette cérémonie s'est déroulée sous le thème pour une alimentation saine et nutritive et une amélioration du capital humain. Cette journée s'est poursuivie jusqu'en fin d'après-midi avec des discussions, débats et échanges sur les processus qui pourraient être informés par les FNG. Et la journée s'est clôturée avec l'identification préliminaire des scénarios de modélisation. En effet, la nutrition étant un pilier crucial du développement d'une nation saine et productive, une bonne nutrition améliore le développement physique et cognitif, prévient les maladies et augmente la productivité de la population active. Et de ce fait, améliorer les régimes alimentaires, en particulier des enfants et des femmes, apporte des avantages immédiats et à long terme en matière de santé, d'éducation et d'économie. Enfin, l'analyse combler le déficit nutriments combine une revue de la littérature secondaire avec une analyse des données basée sur l'optimisation linéaire pour mieux comprendre les facteurs locaux
ayant un impact sur la disponibilité, le coût et l'abordabilité d'une alimentation nutritive. On écoute tout de suite un extrait des interventions de la représentante du PAM et de l'UNICEF également. On écoute. La transformation vient renforcer l'adhésion de Djibouti au mouvement de Scaling Up Nutrition SAN l'année dernière. La nutrition de tous les citoyens est un facteur crucial pour le développement social et économique. Il y a notamment la nutrition en cours des 1000 premiers jours chez enfants qui est déterminante pour tout le reste de sa vie. Je suis vraiment fière d'être ici aujourd'hui avec les excellences et nos collègues de PAM et les autres agences pour être ensemble, pour démarrer le processus de lancement de Feed Nutrition Gap. Et pour nous, à l'UNICEF, c'est vraiment très important de comprendre, de travailler sur cette analyse parce que ça va nous donner les options de comprendre mieux les coûts de nutriments et aussi comprendre mieux les analyses des repas journaliers des ménages, mais aussi des enfants. Et ça va nous donner l'option de faire des modélisations pour comprendre mieux comment cette enquête, cette étude peut informer notre programmation de nutrition. On a déjà commencé à démarrer une coordination multisectorielle et je suis vraiment heureuse d'être en présence de plus de secteurs que seulement la santé et la nutrition parce que ça va impliquer tous les autres secteurs aussi. Pour nous, à l'UNICEF, j'ai déjà parlé avec l'équipe technique, ça va aussi être un outil pour nous informer de l'allaitement maternel exclusif. Et je crois que la combinaison de toutes les interventions et aussi de comprendre mieux la budgétisation de ce processus va nous donner un bon chemin pour le travailler ensemble. Nous allons écouter à présent le discours prononcé de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Olouf Ismail Abdo. C'est d'abord une question de santé, c'est d'abord une question qui doit être résolue parce que c'est une question quand même assez scientifique. Et nous, en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités, nous ne sommes pas un ministère spécialisé, mais nous sommes un ministère transversal. Nous venons appuyer l'action du gouvernement dans le renforcement du capital humain dans son ensemble. Qui dit capital humain, on parle surtout d'éducation, on parle surtout de santé. Comme on est habitué de le dire dans la plateforme avec mon collègue de la santé qui avait assisté également avec nous, puis la grossesse de la femme enceinte, comment elle est, est-ce qu'elle est en bonne santé? C'est la bonne santé de la mère qui est en situation de grossesse qui va définir l'enfant à naître et comment il va naître. Donc tout le processus justement vient donc du renforcement du capital humain. En tant que coordinatrice, en tout cas ministère coordinateur du capital humain, il nous est cette étude nous est vraiment très importante compte tenu des recommandations qui seront tirées. Donc j'ai été vraiment très enchantée de voir qu'il y a des grandes universités dans le monde qui vont participer justement à cette étude et ici pour Djibouti, cette étude est vraiment très importante, surtout dans le contexte dans lequel Djibouti est. Nous sommes vraiment face à plusieurs chocs, nous sommes vraiment d'un pays de contingence, nous sommes face à plusieurs chocs et également le problème c'est que nos populations également sont des populations nomades et l'accompagnement au niveau santé, au niveau éducatif n'est pas aussi évident que d'autres populations. Donc toute la problématique et tout l'intérêt est là. Et c'est pour ça que je suis vraiment très positif et très enchantée de connaître la fin de cette étude, de connaître les recommandations. Parce qu'une fois que les recommandations seront tirées, je pense que comme nous travaillons en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF à Djibouti, nous faisons tous les jours justement ce travail de livrer et de délivrer des paniers alimentaires pour que les familles vulnérables puissent se nourrir convenablement. À présent, on écoute les propos du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah. C'est une étude très très importante
qui va nous permettre de savoir les gaps en matière de nutriments qu'il y a au niveau de l'assiette de chaque Djiboutien. Ceci est très très important. Comme vous le savez, au niveau du capital humain, le problème de nutrition, la malnutrition, qu'elle soit aiguë ou chronique, est un facteur très important. La malnutrition est la principale source de cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, mais également chez les femmes enceintes et allaitantes. Comme vous savez, bien que la mortalité infanto-juvénile, c'est-à-dire les enfants de 0 à 5 ans, et la mortalité infantile a beaucoup baissé, toutefois, la mortalité infantile occupe le 2/3 de la mortalité infanto-juvénile. Et la malnutrition est la première cause de morbidité et de mortalité chez ces enfants-là. C'est pour ça que cette étude vient à un point nommé, elle vient à un bon moment, c'est pour pouvoir corriger les gaps. Et c'est une étude fort intéressante qui va nous permettre de voir le bien-être de la famille. Et par la suite, il faudra corriger, il faudra améliorer, et ça, c'est le volet, bien sûr, multisectoriel, et le ministère des Affaires sociales et de la solidarité est bien sûr très impliqué, et nous sommes ensemble pour pouvoir vaincre ce fléau qui touche les enfants, nos enfants de moins de 5 ans, mais également, surtout, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, mais également les adolescents, tous ceux qui sont en croissance. L'académie de police Idriss Farah Abane a abrité ce matin une conférence religieuse en présence du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, le général Zekri Cheikh Ibrahim, et du directeur général de la police nationale, le colonel Abdourahman Ali Kahin. Cette conférence religieuse a été animée par le cheikh Mustafa Cheikh Haji Ismail, connu sous Mustafa Bourao, et par le cheikh Hussein Ali. Cette rencontre qui s'est tenue à l'amphithéâtre de l'Apifa a rassemblé l'ensemble des officiers de la police nationale. L'objectif de cette conférence était de transmettre des conseils religieux aux hommes et aux femmes de la police nationale. Dans son hadith, le cheikh Mustafa a mis l'accent sur le rôle essentiel que jouent les policiers au sein de notre société. Il a par ailleurs tenu à féliciter les policiers djiboutiens pour leur dévouement au service de la nation. A noter également que l'ensemble des officiers de la police nationale ont apprécié ce moment de convivialité en présence des éminents cheikhs reconnus partout dans le monde musulman pour leur reconnaissance des hadiths religieux. qof raba dadka dhibtu haysata inuu dhibta ka saaro kan tuuga noqday ama dhibta noqday ama kan noqday waa inaanad u fakerin inaad ciqaabto oo tidhaahdo waa ka jaraya ciqaabtu waa inay noqotaa wax qofka ku soo celinaya nolosha caadiga inuu ku noqdo maaha wax lagaga aargoosanayo laleeyahay isna waxaad u sameynaa inaan ka aargoosano ee waxaa la rabaa qofkani sidee looga dhigi lahaa muwaatin saalixa. Fait divers de cette édition, toujours dans le cadre de lutte contre la contrebande et les produits illicites, après une très grande large opération de contrôle effectuée dans la région de Dikil par l'armée Eriadé et régiment interne de Dikil, notamment le secteur de Tewebo et Bandara, à 15 km de Dikil. C'est dans les nuits du 15 novembre 2022 que les éléments de l'armée de Eriadé, sous le commandement du colonel de l'armée Eriadé de Dikil et du chef de la brigade de la douane de Dikil, M. Moussa Amr Moussa, ces derniers ont intercepté 30 colis de 40 kilos, chacune, soit 1200 kilos au total provenant de l'Éthiopie à travers la localité de Bandara, transportés par des coureurs à dos d'hommes. Après le saisie, la séance de destruction de cette importante quantité de 4 a pris feu au sein de la poste de Saïd Gabanet de l'armée Eriadé du Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane, de la police et du militaire régiment interarmé de Dikil
pour leur collaboration à la réussite de cette opération à la lutte contre la contrebande, en particulier le chef de corps de l'armée Eriadé de Dikil. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo est arrivé mercredi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. 2 avions de l'armée kenyane ont débarqué une 60aine d'hommes à Goma, dans l'est de la RDC, 4 jours après l'arrivée d'un premier contingent d'une centaine de soldats kenyans. Le 10 novembre, le Parlement kenyan avait autorisé le déploiement d'environ 900 soldats dans le cadre de cette force régionale. La force est-africaine est une force d'intervention, pas une force de maintien de la paix, a ensuite déclaré lors d'une conférence de presse le général Yaga. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.